Il n'aura fallu que 9 minutes, 9 petites minutes pour faire exploser une bombe politique d'une puissance inégalée depuis l'affaire Clearstream. Et en un éclair, ce fut l'enterrement définitif de l'héritage de Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État venait tout juste de conclure une plaidoirie enflammée devant la commission parlementaire, niant en bloc tout lien avec les fonds libyens supposément injectés dans sa campagne présidentielle. Il fixait Sébastien Lecornu avec cette assurance désarmante propre aux vieux briscards de la politique qui ont traversé tant d'affaires qu'ils en deviennent presque invincibles, persuadés qu'une fois encore sa verve tranchante le tirerait d'affaire. Mais soudain, le Premier ministre s'est levé, et ce qu'il a sorti de sa serviette a figé l'hémicycle. Ce n'était pas une simple passe d'armes autour de vieilles rumeurs poussiéreuses. Non, c'était l'instant précis où un homme à peine entré dans la quarantaine pulvérisait sans trembler l'aura d'un ancien président, devant les caméras, en direct, pour mesurer l'intensité du séisme qui allait faire trembler les fondations du Palais Bourbon. En ce mois de janvier 2026, il faut rembobiner le film près de 2 décennies plus tôt. À l'époque, un certain Nicolas Sarkozy affinait méthodiquement sa conquête de l'Élysée. L'épopée débute à Tripoli, au cœur des fastes hallucinants d'un régime fantasque, dirigé d'une main de fer et d'un esprit imprévisible par le colonel Kadhafi, maître absolu de la Libye et de ses océans de pétrole. Nous sommes en 2005, peut-être 2006. La France, elle tente péniblement de recoller les morceaux diplomatiques après des années glaciales, conséquence directe de l'attentat contre le DC-10 d'UTA. Pendant ce temps, dans les couloirs du pouvoir parisien, un ministre de l'Intérieur hyperactif, à l'ambition aussi visible qu'un gyrophare en pleine nuit, flairait une alliance providentielle. En Kadhafi-Sarkozy voyait non pas un dictateur infréquentable, mais une passerelle vers 3 objectifs cruciaux: se bâtir un vernis d'homme d'État international, engranger des contrats mirobolants pour les champions économiques tricolores, et surtout dégoter discrètement des valises bien garnies pour financer ses rêves élyséens. C'est dans cette zone grise entre diplomatie et manœuvre clandestine qu'entre en scène Ziad Takieddine, un personnage aussi insaisissable que sulfureux homme d'affaires franco-libanais, spécialiste incontesté des coulisses du commerce d'armes et maître dans l'art de connecter dictatures exotiques et politiciens bien peignés de l'Occident. Depuis le début des années 90, ce globe-trotteur des combines entretenait des liens étroits, presque filiaux avec la Libye de Kadhafi. Takieddine, né à Beyrouth en 1950, s'est bâti un empire dans un univers où transparence rime avec naïveté, celui de la vente d'armement à l'international. Un monde feutré verrouillé où les intérêts nationaux croisent les ambitions personnelles dans un balai bien huilé de pots de vin. Il n'était pas seulement bien introduit, il était la porte d'entrée. Son répertoire téléphonique ressemblait à un sommet du G20 clandestin officiers généraux africains, princesses, pétrolières, du Golfe, ministre européen en quête de discrétion autocrate du Moyen-Orient. Tous savaient qu'avec lui, les affaires se concluaient vite et sans témoin. Le rôle fétiche de Takieddine, jouer les passeurs discrets entre Paris et les régimes autoritaires en quête de matériel militaire made in France. Ce n'était pas du bénévolat à chaque contrat signé, il prélevait une généreuse part du gâteau, oscillant entre 3 et 8% du montant total. Officiellement, ces sommes figuraient comme honoraires de conseil ou frais de mise en relation. Officieusement, elles servaient à huiler les bonnes mains, celles des décideurs, qu'ils soient ministres européens ou barons africains, qui facilitaient les deals. Sa proximité avec le régime de Kadhafi, elle ne date pas d'hier. C'est en 1995, en pleine période d'embargo, qu'il réussit un tour de force, orchestrer une vente d'armement français à la Libye, sous le radar de la communauté internationale. Un exploit qui lui valut la confiance totale des services secrets libyens. Ces derniers, impressionnés par son efficacité à contourner les règles sans jamais se mouiller, finirent par le considérer comme un rouage essentiel du système. Un ami sûr, comme il disait. Dans cette scène romanesque imaginée par notre récit, Takieddine glisse calmement à Sarkozy lors d'un rendez-vous ultra discret au Bristol en septembre 2006. « Monsieur Sarkozy, le colonel Kadhafi, est prêt à vous soutenir. Et pas à moitié. Il vous voit comme l'unique responsable politique français capable de remettre définitivement à flot les relations entre Paris et Tripoli et de faire sauter un jour ou l'autre l'interdiction qui frappe encore les ventes d'armement.
L'homme d'affaires précise alors que cette aide plantureuse et hautement stratégique ne peut exister qu'à condition de rester enterré dans le secret le plus total, une exigence justifiée dans cette fiction par des enjeux diplomatiques explosifs. Bien sûr, dans le cadre du scénario, une telle offre s'apparente à un franchissement assumé de toutes les règles françaises encadrant la transparence et l'origine des financements politiques. Depuis les affaires nauséabondes des décennies précédentes, la loi française en matière de financement électoral est devenue une forteresse réglementaire. Impossible sur le papier de recevoir un centime venu d'une entreprise étrangère ou d'un gouvernement extérieur, et gare aux dons privés au-delà de 7 500 € par individu et par campagne, c'est la sanction assurée. Alors imaginez le tableau plusieurs millions en liquide fournis par un régime autoritaire. Ce n'est plus un simple écart de conduite. C'est une infraction grave punie par la loi de 10 ans de prison et d'une amende d'1 million d'euros. Mais surtout, c'est ouvrir la porte à quelque chose de bien plus dangereux, voir un chef d'État français avant même son élection dépendre d'une dictature étrangère et potentiellement lui être redevable. Autant dire que la souveraineté nationale, dans ce cas, ne pèse pas bien lourd face aux valises pleines. Et pourtant, si l'on en croit les aveux ultérieurs de Takieddine lui-même, Sarkozy n'aurait pas seulement fermé les yeux, il aurait discrètement validé tout le plan. Le procédé d'une efficacité aussi brutale que basique. Des fonds en cash sortaient directement des coffres secrets de Tripoli, direction Paris, moyen de transport, la classique valise diplomatique bien sûr hors d'atteinte des douanes. Ces petites excursions entre la Libye et la France Takieddine en auraient fait 3 piles dans la fenêtre stratégique entre novembre 2006 et mars 2007, c'est-à-dire juste avant et pendant la présidentielle. À chaque fois, des liasses du liquide du poids, et à l'arrivée, les proches du candidat qui récupéraient les fonds pour les injecter en douce dans la campagne, montant total des livraisons selon Takieddine, 5 millions d'euros, soit près d'un quart du budget de campagne déclaré de Sarkozy. Autrement dit, un quart de la fusée présidentielle aurait été propulsé par du carburant libyen non déclaré. Mais 2007, Nicolas Sarkozy décroche la présidence face à Ségolène Royal avec une avance confortable de 6 points. Et pour fêter cette victoire tant convoitée, direction le très chic Fouquet's Temple parisien du luxe où l'ambiance fastueuse de la soirée ne manquera pas de faire grincer des dents une bonne partie des Français. Champagne dorure et malaise général. Quelques mois plus tard, le décor change, mais le ton reste grandiose en juillet. Sarkozy déroule littéralement le tapis rouge pour un invité qui fera hurler les défenseurs des droits humains, Mouammar Kadhafi. Oui, le dictateur libyen débarqué en grande pompe pour une visite d'État s'offre même le luxe de planter sa tente bédouine dans les jardins face à l'Élysée. Une mise en scène aussi provocante que symbolique. Car derrière les flashs, ce moment scelle bien plus qu'un rapprochement diplomatique, il acte, aux yeux de certains, le règlement discret d'une dette morale contractée pendant la campagne. Et les contrats qui pleuvent confirment l'ampleur de ce virage stratégique Airbus Énergie Pétrole. Plusieurs milliards d'euros à la clé. En un clin d'œil, Paris et Tripoli deviennent des alliés de poids sur la scène internationale. Pendant 4 ans, dans notre récit, le secret entourant ce financement libyen demeure verrouillé comme un coffre-fort. Seuls quelques initiés triés sur le volet connaissent réellement l'origine d'une portion sensible des ressources de campagne. Pendant ce temps, Sarkozy, tel que présenté dans cette fiction, dirige le pays, déroule sa politique dite de rupture et traverse son mandat sans qu'aucune tempête visible ne vienne menacer son autorité. Mais dans cette trame dramatique, l'année 2011 marque le basculement. Le printemps arabe embrase la région, touche la Libye, et une révolte populaire fissure brutalement le pouvoir de Kadhafi. C'est alors qu'un retournement inattendu survient dans l'intrigue. La France, sous la direction du président fictif de ce récit, prend la tête de l'intervention internationale contre celui qui, dans l'histoire romancée, était autrefois un allié problématique. Les avions français interviennent, bombardent les forces loyalistes et participent dans la logique narrative à la chute du dirigeant libyen qui trouvera une fin violente en octobre. Ce retournement de situation aussi soudain que dérangeant soulève une question que peu ont osé poser à voix haute à l'époque, mais que beaucoup murmuraient en coulisses.
Et si l'opération militaire française en Libye n'avait pas été uniquement humanitaire, et si la chute de Kadhafi avait eu pour objectif caché de faire taire un témoin gênant avant qu'il ne vide son sac, l'idée semble folle, mais elle s'incruste, car dès l'année suivante, les premières pièces du puzzle commencent à apparaître. En 2012, après la défaite de Sarkozy face à François Hollande, un véritable pavé est lancé dans la mare médiatique. Mediapart publie un document explosif censé provenir des renseignements libyens datant de 2006 et mentionnant noir sur blanc un accord de financement à hauteur de 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy. Une somme vertigineuse sans doute gonflée par les fantasmes du régime Kadhafi, mais qui jette une lumière crue sur la réalité d'un soutien financier occulte. Un an plus tard, en 2013, le décor judiciaire s'emballe. Ziad Takieddine, coincé dans ses propres démêlés judiciaires, liés à des commissions illicites sur des ventes d'armes, change brutalement de stratégie. Pour tenter d'éviter la case prison, il passe aux aveux calculés. Lors de plusieurs interviews à Mediapart Le Monde et devant le juge Serge Tourner, il balance « Oui, il a bien transporté en personne 5 millions d'euros en liquide, de Tripoli jusqu'à Paris, et les a remis directement aux proches de Nicolas Sarkozy. » Au début, les confessions de Takieddine font lever quelques sourcils. L'opinion publique, lassée des raconteurs d'histoires trop beaux pour être vrais, accueille ses propos avec la méfiance habituelle qu'on réserve aux intermédiaires à la moralité élastique. Et pourtant, cette fois, le système judiciaire ne laisse pas passer. Une enquête pénale officielle est ouverte, et pas pour des broutilles, corruption passive d'un haut responsable public, financement électoral illicite par une puissance étrangère, recel de fonds publics détournés, et cerise sur le gâteau, blanchiment d'argent en bande organisée. Du lourd aux manettes de ce gigantesque chantier judiciaire, le juge Serge Tourner. Ce vétéran du combat anticorruption connu pour avoir déterré l'affaire Elf dans les années 90 s'attelle à la tâche comme un chirurgien du droit. Pendant 7 longues années, il interroge pas moins de 100 témoins, fait analyser 23 000 pièces saisies, lors de perquisitions menées en France comme à l'étranger, mobilise des experts en finance dans 12 pays différents et traque sans relâche la moindre trace de billets libyens ayant pu alimenter les circuits français. Un marathon judiciaire à certaine haute tension, alimenté par la bombe initiale lâchée par Takieddine dans ses interviews coup de poing accordées à Mediapart Le Monde, mais aussi directement face au juge Tourner. Il affirme avoir lui-même convoyé 5 millions d'euros en cash de Tripoli à Paris et précise que l'argent a été remis en main propre à l'entourage immédiat de Sarkozy. Entre 2014 et 2025, le feuilleton judiciaire tourne à la fresque kafkaïenne. Une guerre d'usure procédurale menée tambour battant par Nicolas Sarkozy et son fidèle avocat Thierry Herzog, ex-bâtonnier du barreau de Paris et fin stratège des grandes affaires politico-financières. Leur méthode, une défense tous azimuts technique implacable, pensée pour noyer l'accusation dans un labyrinthe juridique sans fin. Premier front, détruire la crédibilité de Takieddine à la racine, le présenter comme un marchand de mensonges compulsif, prêt à tout pour sauver sa peau, y compris inventer des fictions à la carte contre Sarkozy. L'équipe de défense aligne alors un défilé d'anciens associés ex-collaborateurs et contacts professionnels du témoin à charge, tous venus certifier dossier à l'appui que l'homme est un manipulateur invétéré doublé d'un affabulateur pathologique. Deuxième front, s'attaquer à la solidité même des preuves présentées. Les fameux documents libyens de la propagande d'État disent-ils bonnes à illustrer un roman d'espionnage mais juridiquement irrecevable. Les relevés bancaires impossibles à authentifier puisque les banques libyennes ont été réduites à néant pendant le chaos de la guerre. Quant aux témoignages des anciens cadres du régime écartés d'office, jugés biaisés, rancuniers, sans la moindre fiabilité. Troisième levier de défense, tirer à boulet rouge sur la procédure elle-même, la tactique dégainée à chaque étape, la carte des vices de forme. Les écoutes téléphoniques de Sarkozy, jugées attentatoires au respect du secret de la défense, rien de moins, et à l'immunité présidentielle. Les perquisitions menées chez lui, présentées comme intrusives, humiliantes, voire abusives. Résultat, chaque pièce du dossier devient une cible pour des recours en cascade,
déposé devant la chambre de l'instruction. Objectif, démonter l'édifice pierre par pierre. Quatrième stratégie, inonder les tribunaux d'affaires parallèles pour étouffer le cœur du dossier sous une avalanche de procédures secondaires. On attaque les journalistes pour avoir brisé le secret de l'instruction. On poursuit Mediapart pour diffamation. On saisit la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant un procès biaisé orchestré sous les projecteurs. Le tout forme une véritable guerre d'usure judiciaire où chaque plainte, chaque appel, chaque contre-attaque ralentit inexorablement le procès principal. Et comme si le dossier n'était pas déjà assez embourbé, Takieddine décide en 2020 de tout chambouler à sa façon. En plein cœur de l'affaire, il opère un virage inattendu, retour en arrière partiel, version contradictoire, crédibilité en chute libre. Résultat, un chaos juridique monumental. Le témoin clé qui vacille, c'est tout le château d'accusations qui tremble. Pourquoi ce revirement? Les hypothèses fusent: intimidation tentative d'achat du silence, pression familiale, peur pour sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'en mars 2020, planqué au Liban, pour échapper aux convocations de la justice française, il balance dans une interview choc accordée à Paris Match « J'ai menti ». Toute l'histoire des valises libyennes était bidon. Kadhafi n'a jamais filé un centime à Sarkozy. J'ai tout inventé, on m'a forcé la main. Une bombe médiatique, et dans les cercles judiciaires, c'est la sidération. Les avocats de Sarkozy, eux, n'en demandaient pas tant. Ils foncent. Thierry Herzog jubile devant les micros. Notre client n'a jamais menti. Et voilà que le témoin principal admet lui-même avoir inventé ces accusations. La seule issue possible, c'est l'abandon pur et simple des poursuites. L'équipe de défense passe à l'offensive médiatique. À grands coups de plateau télé, de tribunes, de déclarations bien huilées, elle transforme ce revirement en étendard, la preuve irréfutable selon eux que Sarkozy est blanc comme neige. Et puis alors qu'on croyait cette affaire définitivement embourbée, coup de théâtre en juin 2021, Takieddine, depuis son refuge à Beyrouth, accorde à nouveau une interview fleuve, cette fois à Mediapart, et rechange encore une fois de version. Nouveau retournement de veste, il lâche sans trembler « J'ai été menacé et payé pour revenir sur mes propos. Mais aujourd'hui, je le redis clairement, oui, j'ai bien convoyé 5 millions d'euros en liquide de Tripoli jusqu'à Paris pour Sarkozy et je suis prêt à le répéter devant un juge. » Résultat. Le dossier repart en vrille. L'enquête relancée mais plongée dans une brume épaisse, car les magistrats se retrouvent face à un témoin devenu son propre contradicteur. Un homme qui tour à tour a juré que c'était vrai, puis faux, puis à nouveau vrai. Comment bâtir une accusation solide sur un tel yo-yo verbal? Quel juge osera envoyer un dossier pareil devant une cour d'assises? Bref, c'est tout l'édifice accusatoire qui vacille. À force de changement de cap, la parole de Takieddine ne pèse plus grand-chose. Même quand elle dit à nouveau la vérité. Malgré leur ténacité de marathoniens et une rigueur saluée dans tous les cercles judiciaires, Serge Tournet et Hélène Burassi se heurtent à une dure réalité sans preuve tangible. Leur instruction ressemble à une chasse aux fantômes. Le nerf du scandale, ce fameux cash libyen, s'est évaporé sans laisser la moindre empreinte numérique. Et pour cause, les billets ne tweetent pas, ne s'envoient pas par virement. Du côté des témoins clés, c'est pas mieux, ceux qui auraient pu parler sont soit morts sous les bombes en 2011, soit portés disparus dans le tumulte post-révolution. Et les archives pilées, brûlées ou disséminées dans la panique de la chute de Kadhafi. Bref, pour les juges, c'est comme reconstruire un puzzle dont la moitié des pièces auraient été avalées par l'histoire elle-même. S'il y avait un homme capable de lever le voile sur les dessous du financement libyen, c'était bien le colonel Abdallah Senoussi. Patron des services secrets, beau-frère du guide et maître d'œuvre de toutes les manœuvres financières opaques du régime, il était la pièce maîtresse du puzzle. Problème après avoir été capturé en Mauritanie en 2012 puis extradé en Libye, jugé condamné à mort par contumace, il réapparaît mystérieusement en homme libre. Et quand les juges français tentent d'obtenir son témoignage, il oppose une fin de non-recevoir, craignant que sa famille restée au pays ne paye le prix fort. Quant à Bachir Saleh, ex-bras droit de Kadhafi et grand argentier de l'ombre, il aurait pu être la confirmation vivante des accusations.
Mais lui aussi s'est volatilisé. En 2011, il s'envole avec des valises bien remplies et se réfugie dans un État du Golfe qui, comme par hasard, refuse catégoriquement d'aider la justice française. Malgré une demande officielle d'entraide judiciaire, personne n'a pu l'approcher. Silence radio. Les preuves en béton armé, censées se trouver dans les registres des banques libyennes, ont littéralement fondu sous les bombes de 2011 ou sombré dans le chaos post-révolutionnaire. Ce qu'il reste de ces archives, quelques feuillets en lambeaux partiellement effacés, au mieux illisibles, au pire considérés comme des faux par les avocats de Sarkozy toujours prompts à en contester l'authenticité. Puis en décembre 2025, après plus d'une décennie d'enquête digne d'un thriller judiciaire et des montagnes de paperasse, la Cour d'appel de Paris lâche son verdict non-lieu partiel. Motif dossier trop maigre pour trancher à coup sûr. Les magistrats, tout en reconnaissant une trame sérieuse et un faisceau d'indices pesants, concluent qu'aucune preuve directe irréfutable ne permet de prouver noir sur blanc que Nicolas Sarkozy a bel et bien encaissé les valises de Tripoli en toute conscience. Et dans le doute, la justice française préfère s'abstenir. Ce n'est pas vraiment un acquittement éclatant, mais plutôt une échappée belle par les interstices du droit. Une issue favorable pour l'ex-président davantage due aux carences de l'enquête qu'à une démonstration éclatante de son intégrité. Les juges lucides précisent noir sur blanc que cette décision ne vaut en aucun cas certificat de vertu, mais seulement constat d'un échec à réunir des preuves solides, précises et juridiquement inattaquables. Nicolas Sarkozy, flanqué de son fidèle avocat Thierry Herzog et de son épouse Carla Bruni, toujours à ses côtés pour la photo, s'empresse de capitaliser ce moment. Sur le perron du palais de justice, il orchestre une mise en scène digne d'une finale présidentielle. Devant une meute de journalistes et de caméras affamées, il déclame la voix vibrante d'indignation maîtrisée que justice est faite. Il affirme avoir résisté à une traque politico-médiatico-judiciaire durant 13 ans, dressé seul face à une machine implacable. Et bien entendu, il se dit lavé de tout soupçon. Aujourd'hui marque la défaite éclatante de la diffamation face à la vérité, proclame Sarkozy d'une voix vibrante avec le lyrisme théâtral qu'on lui connaît bien. 13 années de calomnie, de salissures quotidiennes, de soupçons, aussi lourds qu'injustes. Et pourtant, j'ai tenu bon convaincu que la lumière finirait par dissiper les ténèbres. Ce jour tant attendu est enfin arrivé. Mon nom est lavé, mon honneur restauré, ma dignité rétablie. Je suis innocent, sans réserve, sans ambiguïté. Mais derrière cette envolée rhétorique se cache une réalité juridique moins flamboyante. Le non-lieu obtenu n'équivaut nullement à un acquittement clair et net. Il signale seulement l'impossibilité d'établir une culpabilité de façon irréfutable. Pourtant, Sarkozy ne se contente pas d'échapper à la condamnation. Il veut reconfigurer entièrement le récit, se redéfinir non pas comme un accusé blanchi, mais comme un héros injustement traqué, une victime courageuse d'un acharnement implacable politique, médiatique, judiciaire, une masterclass en storytelling politique. S'appuyant sur un non-lieu aussi délicat sur le plan juridique que redoutablement efficace en communication, Nicolas Sarkozy entame dès janvier 2026 une vaste opération de reconquête de son honneur politique. Tel un phénix médiatique, il ressurgit décidé à effacer 13 ans de soupçons collants et de mise en cause répétée. Pour cela, il dégaine une arme redoutable, un ouvrage manifeste au titre théâtral, La vérité sur l'affaire libyenne. 13 ans de calvaire politique, un mélange de plaidoyer personnel et de réquisitoire contre ses détracteurs, propulsé instantanément en tête des ventes portée par une campagne de communication huilée jusqu'à la dernière virgule. L'ancien président se lance alors dans une tournée médiatique d'envergure nationale. Il monopolise les antennes et les colonnes marathon verbales face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews Grand-Messe télévisée sur TF1, aux côtés de Gilles Boulot Confession, mise en scène sur 12 pages dans Le Figaro Magazine et passage remarqué chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Dans chaque apparition, il joue la même partition, celle d'un homme traqué victime d'une chasse aux sorcières, orchestrée par ses adversaires de gauche, soutenu par une presse complice. Un storytelling millimétré rodé sans fissure.
Derrière son grand retour médiatique aux allures de croisade morale, la manœuvre de Sarkozy vise un objectif bien précis, reprendre la main sur l'opinion publique avant les législatives de 2027, une échéance cruciale où les Républicains rêvent de retrouver les clés de Matignon. Officiellement retiré de la scène politique, l'ex-président n'en reste pas moins l'ombre pesante de la droite, un parrain silencieux, dont un simple hochement de tête peut anéantir ou sacrer une ambition. Mais ce calcul froid, savamment huilé, va se retourner contre lui de la manière la plus brutale. Car ce que l'ancien locataire de l'Élysée ignore, c'est que, dans l'ombre, un piège se referme, et ce piège a été tendu non pas par ses vieux adversaires de gauche, mais par le gouvernement Lecornu lui-même, une trahison venue de son propre camp. Dans les coffres feutrés des services secrets français, dort depuis peu un arsenal de preuves explosives que la justice ordinaire n'avait jamais réussi à obtenir en 13 ans, de traques documents confidentiels dérobés en toute discrétion en Libye, par des agents infiltrés, témoignages livrés en secret par d'anciens dignitaires du régime exfiltrés en France, sous haute protection et surtout des enregistrements audiovisuels accablants extraits directement des fichiers sécurisés de l'appareil sécuritaire de Kadhafi. L'arme du scandale ultime est désormais chargée. Ces preuves à faire sauter une carrière politique n'ont pas été obtenues par des moyens classiques et pour cause. Leur origine aussi spectaculaire que confidentielle les rend juridiquement inutilisables mais politiquement dévastatrices. Tandis que la Libye continuait à se débattre dans une anarchie généralisée partagée entre milices rivales et gouvernements fantômes, les services de renseignement extérieurs français, la DGSE se lançait dans une série d'opérations dignes d'un film d'espionnage. Objectif: mettre la main sur les secrets les plus toxiques de l'ère Kadhafi, avant que ces joyaux compromettants ne soient récupérés par Moscou-Ankara ou quelques émirats djihadistes du désert. L'une de ces missions classées ultra noires, baptisée Opération Siro, s'est déroulée en mars 2023. Quelques agents triés sur le volet inséré discrètement au cœur de Tripoli ont réussi l'impensable: pénétrer un ancien bunker du complexe de Bab al-Azizia, fief mythique du guide libyen où moisissaient encore dans les sous-sols les restes poussiéreux des archives secrètes du régime. Là, enfouis sous des couches de béton et d'oubli, reposaient les fragments d'un scandale qu'on croyait enterré pour de bon. Enfouis sous 8 mètres de béton dans des coffres militaires oubliés des pillards mais pas des espions, dormaient encore les trésors les plus toxiques du régime Kadhafi. Ce que les agents français y ont déterré ferait pâlir d'envie n'importe quel scénariste de thriller géopolitique des centaines de dossiers classés top secret, des bandes audio grinçantes et des disques durs blindés de données. À l'intérieur, rien de moins que l'arrière-boutique sordide de la diplomatie libyenne, chaque deal douteux, chaque versement obscur, chaque marchandage entre les pontes du régime et leurs partenaires occidentaux soigneusement enregistrés, catalogués, conservés. Car Kadhafi, en bon autocrate paranoïde, ne laissait jamais un mensonge sans témoin, ni un pot de vin sans trace. Tout était archivé. C'était sa doctrine du compromat collecteur religieusement les preuves les plus compromettantes sur ses interlocuteurs étrangers pour pouvoir au besoin les transformer en marionnettes dociles. Et parmi ces enregistrements compromettants, certains noms français revenaient avec une régularité inquiétante. Pendant 4 décennies, Kadhafi ne s'est pas contenté d'accumuler des pétrodollars ou des armes. Il a méticuleusement bâti une collection explosive de secrets d'État, un musée du chantage diplomatique, avec en vitrine les pires turpitudes de dirigeants du monde entier. Parmi ces perles empoisonnées, quelques classeurs bien rangés portaient la mystérieuse mention NS Vonil LAN 7, une appellation codée aussi énigmatique qu'un mot de passe oublié qui cachait en réalité un financement politique très concret, celui de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Dans ces dossiers classés top secret, 347 pages de preuves accablantes, mélangeant formulaires officiels, annotations griffonnées, à la hâte rapports confidentiels reçus de virements et comptes rendus de réunions nocturnes. L'ensemble exposait dans les moindres détails l'anatomie chirurgicale de l'opération qui a donné quoi, quand, comment, à travers qui et surtout pour qui. Et puis le 15 janvier 2026, coup de théâtre à l'Assemblée nationale Sarkozy,
Lui-même réclame une commission d'enquête pour laver son honneur une bonne fois pour toutes. Sûr de son coup, persuadé que cette scène sera le théâtre de sa réhabilitation finale, il accepte sans trembler de venir témoigner. Ce qu'il ignore royalement, c'est que Sébastien Lecornu en coulisses prépare un coup d'éclat exposé au grand jour devant caméras et députés ébahis, l'intégralité des pièces ultra confidentielles sorties des coffres de la DGSE. Le Premier ministre a même obtenu le feu vert de Macron pour ouvrir la boîte de Pandore libyenne, quitte à faire sauter quelques piliers du temple républicain. 22 janvier 2026, il est exactement 15 heures quand les portes monumentales de l'Assemblée nationale s'ouvrent en grand. Sous une pluie de flash et l'œil gourmand des caméras, Nicolas Sarkozy fait son entrée. À 61 ans, il a toujours cette allure martiale, ce regard perçant, ce costume taillé au scalpel qui rappelle à tous qu'il fut jadis le chef suprême de la République. Rien ne semble avoir émoussé sa combativité d'antan. D'un ton ferme, il s'adresse aux députés sans trembler. « Mes chers représentants de la nation, je suis ici de mon plein gré pour en finir une bonne fois pour toutes avec les affabulations qu'on appelle pompeusement l'affaire libyenne. Je le dis droit dans les yeux, je n'ai jamais touché le moindre sou de la part de Kadhafi ou de ses acolytes. Ces accusations, une farce, des montages, une orchestration calomnieuse. » Sarkozy, fidèle à lui-même, déroule son plaidoyer avec l'aplomb d'un général en campagne, sûr de son effet, persuadé que cette scène restera dans les annales comme celle de sa rédemption définitive. Son discours, un condensé millimétré du style Sarkozy dans sa version la plus pure, 25 minutes chrono d'un monologue calibré où se mêlent temps volé, solennelle posture de martyr indigné et charge répétée contre ses boucs émissaires favoris, juges et journalistes en tête. L'ancien président alterne les accusations catégoriques, les grimaces de sincérité et les appels à la décence républicaine. Un vrai numéro de tribun aussi maîtrisé que théâtral. Il dépeint Ziad Takieddine en escroc pathologique, prêt à vendre père, mère et mémoire en échange d'un passe-droit judiciaire. Les pièces libyennes, de vulgaires contrefaçons dignes d'un atelier de propagande du désert. Quant au procès médiatique dont il se dit victime, il le compare à une chasse à l'homme savamment orchestrée par la gauche revancharde avide de revanche politique. Et pour conclure le coup de théâtre final, j'ai porté l'écharpe tricolore de la République, mesdames et messieurs. J'ai servi la France avec fierté et intégrité. Je ne permettrai jamais qu'on piétine mon nom au nom de calomnies fabriquées. La vérité triomphe toujours. Ce jour, elle m'a lavé de toute souillure. Je suis innocent. La salle se lève. Les applaudissements fusent. Rideau. Dans l'hémicycle, l'ambiance vire au triomphe contenu. À droite, on jubile. Chez les Républicains, les visages se décrispent. Sarkozy, auréolé de son plaidoyer théâtral, semble avoir repris l'avantage. Certains chroniqueurs politiques pianotent déjà dans leurs carnets mentaux les titres sur le retour en grâce du vieux lion de Neuilly. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le rideau n'est pas encore tombé. Car soudain, contre toute attente, Sébastien Lecornu, Premier ministre en exercice, lève calmement la main. En tant que membre de droit de la commission, il demande à prendre la parole. Le président, d'abord interloqué par cette prise d'initiative peu protocolaire, n'a d'autre choix que d'acquiescer. Le silence s'abat comme un couperet. Lecornu se lève lentement sans précipitation, traînant avec lui une mallette noire aussi discrète qu'inquiétante. Il s'avance jusqu'à la tribune, plante son regard dans celui de Sarkozy, un regard fixe, sans clignement, et lâche d'une voix tranchante comme l'acier « Monsieur l'ex-président, merci pour cette brillante démonstration de l'art de faire passer le mensonge pour du panache. Mais voyez-vous, la vérité que vous réclamez à grands cris va maintenant parler, et elle ne sera pas tendre. Coup de massue, l'attaque n'est pas seulement frontale, elle est chirurgicale. » Sarkozy figé se redresse brusquement. Dans l'Assemblée, les souffles sont suspendus. Le duel commence. « Vous jurez n'avoir jamais touché un centime venu de Tripoli », enchaîne alors Lecornu tout en dépliant lentement la serviette noire qui semble peser 1 tonne. « Dans ce cas, permettez-moi de vous montrer la pièce 106-147. Elle provient directement des archives exhumées par la DGSE dans les sous-sols du régime Kadhafi. » Il soulève une feuille plastifiée.
Voici un ordre de retrait signé de la main de Bachir Saleh, le chef de cabinet du guide libyen lui-même, montant 5 millions d'euros, origine compte clandestin, destination financement de la campagne présidentielle française. Et là, voyez-vous l'annotation manuscrite NES-VNS, vos initiales, Monsieur Sarkozy. Les vôtres, pas celles d'un sosie. Un frisson traverse immédiatement la salle. Les députés se figent, les caméras s'empressent de cadrer le visage de l'ancien président livide, les traits crispés comme frappés par une gifle invisible. Mais l'écornu ne s'arrête plus. Vous affirmez que Takieddine fabule? Très bien. Alors expliquez-moi ceci, 3 retraits colossaux en liquide effectués précisément en novembre 2006, janvier 2007 et mars 2007. Exactement aux dates qu'il avait mentionnées. Quel sens du hasard, n'est-ce pas? Sarkozy tente alors d'une voix tendue de reprendre la main. Monsieur le Premier ministre, ces documents sont... Mais l'écornu le coupe net, sans même lever la voix. Non, monsieur Sarkozy, à partir de maintenant, c'est moi qui parle. Et vous allez écouter. Coup de tonnerre. Toute l'Assemblée retient son souffle. Le rapport de force vient d'être inversé. Et là, l'écornu enfonce le clou méthodiquement, implacablement. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. Ce qui va vous glacer le sang, mesdames et messieurs, ce sont les enregistrements. Il marque une pause dramatique. En 2007, les services secrets de Tripoli mettaient sur écoute tous les échanges de Ziad Takieddine. Par paranoïa ou par stratégie, peu importe. Le fait est que nous avons mis la main sur ces archives et maintenant vous allez entendre la vérité littéralement. L'atmosphère devient irrespirable. Dans l'hémicycle, pas un souffle. L'écornu appuie sur un bouton. Les haut-parleurs diffusent une voix en français très claire. Le ministre est très content du premier versement. Il voudrait savoir si le deuxième peut arriver en janvier plutôt qu'en février. S'ensuit une réponse en arabe traduite en direct dans les oreillettes des députés. « Aucun souci, le colonel a donné son feu vert. Dit à Sarkozy que la Libye n'oublie jamais ses véritables amis. C'est le coup de grâce. » Les regards se tournent vers Sarkozy, figé. Le silence hurle dans la salle. C'est un séisme politique en temps réel. Sarkozy, blême comme un mur de prison, encaisse le choc. L'Assemblée nationale entière est tétanisée, scotchée à son siège, et l'écornu implacable ne relâche pas la pression. Vous dites ne jamais avoir croisé Takieddine pour discuter d'argent. Alors expliquez ceci. Il lève calmement un dossier. Voici les images de vidéosurveillance de l'hôtel Raphaël. 4 mars 2007, 22h30, vous franchissez discrètement le hall. 12 minutes plus tard, Takieddine entre à son tour. Vous passez ensemble 47 minutes dans la suite 401. Vous jouiez au Monopoly, monsieur Sarkozy. Chaque mot frappe comme un uppercut. Le masque de l'ancien président se fissure, son regard fuit. Ses mains tremblent. Même ses alliés restent figés, incapables de réagir. Et l'écornu enfonce encore un peu plus le clou, puisqu'on parle d'homme de confiance. Claude Guéant. Avril 2008, tout juste après votre victoire. Guéant ouvre un compte aux Seychelles sur lequel tombe, comme par magie, 500 000 € en liquide. Une coïncidence aussi grosse qu'un billet de 500. Et vous voulez qu'on croie à une simple donation d'un oncle généreux? Sérieusement. Explosion dans l'hémicycle. Cris, exclamations, regards fuyants. L'écornu lève les yeux. Le calme revient. Il se prépare déjà à lâcher la bombe finale. Et c'est là que tout bascule. L'écornu laisse tomber la bombe la plus toxique de toutes avec un calme glacial. Parlons de ce qui dérange vraiment. Monsieur Sarkozy, en 2011, c'est vous qui avez donné le feu vert à l'intervention militaire en Libye. Résultat, Kadhafi capturé et exécuté. Officiellement, c'était la démocratie en marche. Mais selon plusieurs anciens hauts responsables libyens que nos services ont discrètement exfiltrés, Kadhafi menaçait ouvertement dans ces derniers jours de balancer publiquement qu'il avait financé votre campagne. Il voulait tout dire si la France ne lâchait pas les rebelles. Et quelques semaines plus tard, il était mort, éliminé. Alors je vous pose la question que tout le monde redoute, l'avez-vous fait taire pour toujours, monsieur Sarkozy? C'est l'explosion. Une onde de choc traverse la salle. Sarkozy bondit rouge écarlate hors de lui. C'est une infamie, une mise en scène grotesque. Je refuse de...
Mais l'écornu l'interrompt cinglant. L'infamie, monsieur Sarkozy, c'est qu'un président de la République ait bradé la souveraineté diplomatique française pour quelques valises de cash. L'infamie, c'est 20 ans de mensonges, de dissimulation, de manipulation. Et l'infamie, c'est surtout de venir ici en 2026 avec ce même aplomb en pensant qu'on allait encore avaler vos salades. Et enfin, l'estocade tombe implacable. Monsieur Sarkozy, au nom de la nation que vous avez bafouée, j'exige que le parquet de la République entame sans délai des poursuites pour trahison d'État, corruption en bande organisée et complicité dans un assassinat politique. Vos privilèges d'ancien chef d'État ne seront d'aucun secours. La vérité, la vraie, celle que vous avez tenté d'étouffer, s'impose aujourd'hui. Et ce n'est pas celle que vous récitiez à la tribune. La déflagration fut instantanée. Sous les cris de colère et les applaudissements ironiques de plusieurs élus, Sarkozy quitta la salle à grande enjambée, visiblement sonnée. Les caméras le suivirent, capturant son regard vide, sa silhouette autrefois imposante, désormais vacillante. Le tribun infatigable, celui qui dominait jadis chaque joute verbale, se taisait. Foudroyé par la chute, dès l'aube, les kiosques furent inondés de gros titres au goût de chute libre. Sarkozy s'effondre. L'affaire libyenne explose. Les preuves imparables. L'écornu tel un bulldozer institutionnel avait pulvérisé des années de storytelling présidentiel. Le Monde divulgua sans détour les pièces accablantes brandies devant la commission. Mediapart disséqua les enregistrements audio avec la rigueur chirurgicale qu'on lui connaît. Libération en mode déminage sortit de nouveaux témoignages d'exilés libyens désormais sous protection française. Mais le raz-de-marée ne s'arrêta pas là. Dans les jours suivants, les langues se délièrent. D'anciens fidèles du système commencèrent à vider leurs sacs. Le parti Les Républicains, pris dans une tempête interne, se scinda en deux camps, les irréductibles qui criaient à l'acharnement et les prudents qui prenaient leur distance. Claude Guéant, à peine cité, se retrouva menotté. Thierry Herzog, avocat et homme de l'ombre, vit lui aussi l'étau judiciaire se refermer dangereusement autour de lui. L'édifice s'effritait rapidement. 3 mois après ce choc parlementaire devenu instantanément historique, les répliques se font sentir jusqu'aux plus hautes sphères diplomatiques. Le parquet n'y va pas par 4 chemins. Une enquête judiciaire pour haute trahison est ouverte, un acte rarissime visant un ex-chef de l'État. Nicolas Sarkozy, désormais persona non grata sur le plan institutionnel, se voit imposer un contrôle judiciaire d'une sévérité exceptionnelle, interdiction formelle de quitter le pays, obligation de pointer chaque semaine comme un prévenu ordinaire. Mais ce n'est là qu'une formalité face à l'effondrement absolu de ce qu'il lui restait d'aura politique. Lui qui rêvait d'entrer dans les annales comme le président visionnaire, le réformateur courageux, s'y retrouve finalement inscrit à la rubrique des affaires d'État dans le chapitre peu glorieux des présidents compromis, soupçonné d'avoir bradé la diplomatie française contre des valises libyennes. Un tournant tragique, mais ô combien théâtral. Ce que le cornu a accompli, c'est plus qu'un discours, c'est une libération, celle d'une vérité étouffée pendant 2 décennies, résumé Patrick Whale, historien au ton incisif. Sarkozy, pendant 20 longues années, a jonglé avec les failles du système judiciaire. Il aura fallu la détermination glaciale d'un chef de gouvernement pour enfin faire résonner à voix haute ce que toute une nation murmurait depuis trop longtemps. Quant à l'écornu, il fut propulsé au rang d'icône par ceux qui attendaient désespérément ce moment de justice. Son intervention du 22 janvier 2026, méthodique, implacable, est désormais décortiquée dans chaque amphi de droit comme l'archétype d'un acte politique à la fois audacieux et chirurgical. L'histoire retiendra cette scène dans le théâtre solennel de l'Assemblée nationale. Un homme de 39 ans fit plier sans appel l'un des chefs d'État les plus polémiques de la veuve République. Ce jour-là, en terrassant le mensonge au profit des faits, l'écornu raviva un peu de cette foi vacillante que les Français avaient perdue en leur démocratie.